Donc on va passer à la session scientifique soutenue par notre partenaire AbbVie. On va aborder le thème de Maman Mickey, quel risque pour l'enfant à naître. Donc ce thème va être abordé avec deux points de vue complémentaires, celui du gynécologue tout d'abord, qui va nous être proposé par le docteur Arthur Foulon du CHU d'Amiens. Et puis après, on enchaînera sur le point de vue du gastro-entérologue par le professeur Mathurin-Fumery. Bien, bonjour tout le monde, vous voyez bien le topo apparaître. Donc merci déjà aux organisateurs de nous convier pour parler de ce sujet qui nous tient à cœur et qui va représenter une part importante dans la prise en charge de tous les jours, puisque vous allez voir après avec le topo du professeur Fumery, on a de plus en plus de patientes Mickey et de plus en plus qui viennent pour des grossesses. Et bien heureusement, la plupart se passent de façon parfaite. Donc on va reprendre ensemble les principales complications de la grossesse au cours de la Mickey et surtout les complications sur lesquelles la Mickey ou les Mickey vont avoir un impact. Donc, dans un premier temps, les accouchements prématurés. En France, l'accouchement prématuré avant 37 semaines d'aménorrhée, la prévalence, c'est 6,6% en population générale. Les patientes qui ont une Mickey ont un surrisque d'accouchement prématuré avant 37 semaines d'aménorrhée. Et l'activité de la maladie est un facteur prédictif majeur. Ces données sont confirmées par une méta-analyse qui a été publiée très récemment en 2020 par une équipe coréenne où ils ont observé le taux d'accouchement prématuré avant 37 semaines d'aménorrhée sur plus de 5900 grossesses de patientes avec une Mickey. Et ils ont comparé ce taux entre maladies actives et maladies inactives. Quand on regarde les Mickey de façon globale, on se rend compte qu'il y a 18,3% d'accouchements prématurés avant 37 semaines d'aménorrhée pour les patientes qui ont une Mickey active. Ce résultat tombe à 8,1% pour les patientes qui ont une Mickey inactive. Lorsqu'on regarde Mickey par Mickey, au niveau de la maladie de Crohn, on a 12,1% d'accouchements prématurés avant 37 semaines d'aménorrhée en cas de maladie de Crohn active. Et ça, c'est au moment de la conception ou pendant la grossesse. Et 5,7% d'accouchements prématurés en cas de maladie de Crohn inactive. Donc, on rejoint les chiffres de la population générale. Pour la rectocolite hémorragique, c'est 11,7% en cas de maladie active et 5,2% en cas de maladie inactive. Et ça, il y avait des résultats, les différences étaient significatives. Hop. Je vous ai représenté sur la diapo suivante les mêmes résultats, mais vus un petit peu de façon différente. Là, sur l'ensemble des Mickey, on voit que les patientes qui ont une Mickey active, soit au moment de la conception, soit pendant la grossesse, ont 2,4 fois plus de risque d'avoir un accouchement prématuré avant 37 semaines d'aménorrhée. Pour les patientes qui ont une rectocolite hémorragique, le risque est de 2,1 fois, encore une fois, quand la RCH est active. Pour les maladies de Crohn, les patientes qui ont une maladie de Crohn active ont 2,1 fois plus de risque d'avoir un accouchement prématuré avant 37 semaines d'aménorrhée que les patientes qui ont une maladie de Crohn non active. L'étiologie de la prématurité dans la Mickey, il y a quelques étiologies spécifiques qui sont assez rares, mais la plupart du temps, c'est essentiellement l'inflammation qui va créer des contractions et qui va engendrer un accouchement prématuré. Les patientes qui ont une maladie inflammatoire chronique de l'intestin n'ont pas un surrisque de faire des prééclampsies. Par contre, lorsqu'elles ont une prééclampsie, elles font plus souvent des prééclampsies sévères par rapport à un groupe de population de femmes sans Mickey. Il n'y a pas de différence sur le taux de prééclampsie entre Mickey active versus Mickey non active. Les patientes qui ont une Mickey n'ont pas non plus de surrisque de rupture prématurée des membranes. Et tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des complications qui étaient plus spécifiques de la maladie qui pouvaient induire une prématurité, donc une prématurité induite, par exemple, lorsque les patientes avaient une perforation intestinale avec un abcès ou une péritonite et qu'on était obligé de traiter chirurgicalement la patiente, on peut être amené à faire une naissance pour pouvoir traiter correctement la patiente. Et ça nous arrive, alors dans très rares cas bien évidemment et heureusement, de faire des césariennes dans ces situations. On a pris en charge il y a 2 ans une patiente qui avait une grossesse gémellaire avec un Crohn et qui avait à 26 ou 27 semaines d'aménorrhée fait une perforation intestinale avec de nombreux abcès qu'on a dû opérer et on a fait une césarienne avant de la prendre en charge d'un point de vue viscéral pour pouvoir la traiter correctement. Donc une césarienne induite à 27 semaines d'aménorrhée, c'est quand même une prématurité assez sévère. Mais ça, c'est assez rare, heureusement. Ensuite, les patientes qui ont une Mickey ont un petit risque d'avoir des
des fœtus qui sont plus petits que les fœtus de la population générale. En France, les fœtus dits de petit poids pour la gestationnelle, la prévalence, c'est 8,5%. Ce sont des données qui datent de 2011, mais ça n'a pas beaucoup changé depuis. Et si on regarde les chiffres toujours de la même méta-analyse qui a été publiée très récemment, sur la 3700 grossesses, on se rend compte que pour les MICI toutes confondues et pour la maladie de Crohn, l'activité de la maladie joue un rôle encore important dans le taux de fœtus PAG. 12,1% lorsque les MICI sont actives, contre 8,9%. Dans la maladie de Crohn, 15,2% versus 8,1% lorsque la maladie est inactive. Différence significative, mais les données sur la RCH ne sont pas significatives. Il n'y a pas de différence majeure d'ailleurs. Toujours les mêmes résultats présentés différemment. Les patientes avec une MICI active ont 1,5 fois plus de risque d'avoir un fœtus PAG que les patientes ayant une MICI inactive au moment de la conception ou pendant la grossesse. Et les patientes, alors pas de différence sur les patientes qui ont une RCH active versus une RCH non active. Et pour les patientes qui ont une maladie de Crohn active, au moment de la conception ou pendant la grossesse, 2,1 fois plus de risque d'avoir un fœtus PAG. Enfin, les patientes, les petits poids naissance, c'est un peu corrélé au fœtus PAG. Toujours ces mêmes résultats de la méta-analyse récente, où on voit une différence significative sur le taux de fœtus de petits poids de naissance, enfin, d'enfants de petits poids de naissance, pour les MICI, toutes MICI confondues, 9,5% versus 4,1%. En France, la prévalence des petits poids de naissance, c'est 6,4% environ. Pour la maladie de Crohn, il n'y avait pas de différence significative, malgré le fait qu'il y ait quand même 9,1% de petits poids de naissance quand la maladie de Crohn est active versus 4,5%, mais ce n'est pas significatif. Et pour la rectocolite hémorragique, 7,4% versus 4,3%, avec là encore une différence significative. Toujours la même chose, les résultats présentés différemment. 3,8 fois plus de risque d'avoir un enfant de petit poids de naissance lorsqu'on a une MICI active versus inactive. 1,7 fois plus lorsqu'on a une rectocolite hémorragique active versus inactive et pas de différence significative pour la maladie de Crohn. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 6,4% la prévalence des enfants de petits poids de naissance en France. Concernant les autres complications de la grossesse, la prévalence pour la mort fœtale in utero, dans le monde, la prévalence de la mort fœtale in utero, c'est 2%. Mais dans le monde, dans les pays industrialisés, comme la France, c'est 5 pour 1000 grossesses. Et les patientes qui ont une MICI n'ont pas un surrisque de mort fœtale in utero versus les patientes saines. Ça, c'est prouvé, ce sont des données qui datent de 2015. Et lorsqu'on regarde encore une fois les résultats de cette méta-analyse, les chiffres pour les MICI, toutes confondues, la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique inactive sont corrélés avec les données pour les pays industrialisés, pour la population générale. Mais lorsqu'on compare active versus inactive, on retrouve un surrisque de mort fœtale in utero pour les patientes qui ont une MICI active versus inactive. Lorsque par contre on regarde MICI par MICI, en tout cas maladie de Crohn et RCH, il n'y a pas de différence significative. Hop, donc les mêmes résultats, 2,2 fois plus de risque quand même quand on a une MICI active d'avoir une mort fœtale in utero. Mais si on regarde, c'est ça le plus important, maladie de Crohn et RCH séparément, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de différence significative. Il n'y a pas plus d'interruption médicale de grossesse quand on a une MICI active versus non active, ni d'anomalies congénitales de façon plus importante. La maladie inflammatoire chronique en elle-même ne crée pas d'anomalie congénitale et donc pas d'interruption médicale de grossesse. Et les patientes qui ont une maladie inflammatoire chronique de l'intestin n'ont pas non plus, par rapport aux patientes saines, entre guillemets, plus d'interruption médicale de grossesse ou plus d'anomalies congénitales. Enfin, je voulais vous parler rapidement de la voie d'accouchement, mais si on est un petit peu hors sujet, parce que nous, c'est dans notre pratique quotidienne les questions qu'on se pose. Est-ce que cette patiente qui a une maladie de Crohn, elle peut accoucher par voie basse? Est-ce que ce ne serait pas plus raisonnable de lui faire une césarienne? Donc, on s'est posé la question, nous, en 2017, on a fait une systématique review et il n'y a pas énormément de données qui ont été publiées, mais ce qu'on en a sorti, c'est que la césarienne ne protège pas contre l'apparition de lésions anopérinéales.
elle ne protège pas non plus contre la réactivation de lésions anopérinéales pour des patientes qui avaient une maladie de Crohn avec des lésions anopérinéales qui étaient cicatrisées soit au moment de la conception, soit pendant la grossesse. Par contre, il est tout de même préférable de réaliser une césarienne pour les patientes qui ont une lésion anopérinéale active au moment de la grossesse et donc probablement au moment de l'accouchement, puisque même si la patiente a déjà accouché plusieurs fois, il y a quand même une fragilité importante au niveau périnéal. Ça ne va pas jouer sur l'état de son enfant, mais ça va probablement jouer sur son état périnéal et sur sa continence future. Ça non plus, on n'a pas de données prouvées de façon scientifique sur l'impact de la voie d'accouchement sur la continence de ces patientes qui ont une Mickey pour l'instant, mais on y travaille. Et on a conclu aussi qu'il était préférable de réaliser une césarienne pour toutes les patientes qui avaient une rectocolite hémorragique opérée avec une anastomose iléoanale, justement, encore une fois, pour préserver cette continence à moyen et à long terme. De cette revue, on a sorti également le fait que les extractions instrumentales n'étaient pas un facteur de risque de lésion anopérinéale. Donc, en gros, il ne faut pas favoriser forcément les naissances par césarienne pour toutes ces patientes qui ont une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Alors, on ne sait absolument pas si le fait de faire une césarienne à une patiente Mickey ou un accouchement par les voies naturelles va changer le devenir de son enfant. Ça, je pense qu'on n'arrivera jamais à le prouver, mais bien évidemment, s'il y a des indications obstétricales de faire la césarienne, on fait la césarienne, bien entendu. Je crois que j'ai ma diapo de conclusion qui va se recouper un petit peu avec le topo du professeur Fumery, que les grossesses doivent absolument être programmées en période de rémission. Bon, après, sur le reste, sur le traitement, je vais laisser le professeur Fumery faire son topo et on pourra repasser cette diapo de conclusion après, si vous le souhaitez. Voilà, moi, j'ai fini. Docteur Foulon pour cet exposé très clair. On va directement enchaîner avec la présentation du professeur Fumery qui va donc mettre en exergue le point de vue du gastro-entérologue. Bonjour à tous. Donc, merci au comité d'organisation de nous avoir sollicité pour cette présentation. Et moi, je vais vous parler du point de vue du gastro-entérologue qui va finalement être la gestion pendant la grossesse de l'activité de la maladie afin de prévenir les complications dont Arthur Foulon vous a parlé. Juste pour replanter un petit peu le décor et finalement montrer que cette présentation elle a été bien choisie et que les Mickey ont de l'importance aujourd'hui. Le premier point, c'est que l'incidence des Mickey, elle ne fait que croître, que ça soit chez les adultes, même si on a l'impression qu'on a atteint un certain plateau, mais c'est particulièrement chez les enfants et on a des données en population générale en France avec le registre EpiMat dans le nord de la France, où il a été montré que finalement, par exemple, chez les adolescents, l'incidence de la maladie de Crohn a augmenté de plus de 100% et de la rectocolite hémorragique de plus de 150% au cours des 20 dernières années. Et on vient de modéliser qu'en 2030-2035, environ 0,6 à 0,65% de la population française sera atteinte d'une Mickey. Donc c'est un sujet qui sera fréquent s'il ne l'est pas déjà. Et l'autre élément, c'est que, comme vous le savez, c'est une maladie qui touche tous les âges. Et 80% des Mickey sont diagnostiqués avant l'âge de 40 ans. Donc, la problématique de la grossesse, c'est quelque chose finalement qu'on voit fréquemment en consultation. Alors, je vais revenir sur 2-3 points et peut-être faire quelques répétitions avec le topo d'Arthur Foulon, mais c'est pour dire que les Mickey sont associés à différentes complications pendant la grossesse que sont la prématurité, le retard de croissance, mais que ces complications sont en fait liées à l'activité de la maladie. Et quand on regarde les grossesses et qu'on sépare la population entre Mickey active et Mickey inactive, finalement, on s'aperçoit que les Mickey inactives ont la même histoire naturelle, en tout cas, et les mêmes complications ou le risque de retard de croissance intra-utérin ou de prématurité qui est le même que la population générale. Mais quand on va prendre les maladies actives, c'est chez ces patients-là qu'on va avoir le retard de croissance, la prématurité. Donc finalement, nous, notre job de gastro-entérologue pendant la grossesse ou en amont de la grossesse, quand on sait qu'il y a un projet de grossesse, ce qui n'est pas toujours le cas, mais on essaie de poser maintenant systématiquement la consultation aux femmes en âge de procréer. Et l'objectif,
finalement, c'est d'avoir une rémission au moment de la conception, parce qu'on sait que quand on a une rémission au moment de la conception, le risque de pousser pendant la grossesse, il est faible, et finalement, c'est le même que dans la population générale. Mais par contre, quand on a une maladie active au moment de la conception, on a un risque de pousser pendant la grossesse qui est important, et c'est là où on a les complications qui apparaissent. Et là, c'est clairement les recommandations. Et là, je vous cite les recommandations américaines, mais les recommandations européennes vont dans le même sens. On n'a pas de recommandations en France spécifiques sur ce sujet, mais que l'objectif, en cas de projet de grossesse, c'est d'avoir une maladie en rémission et donc d'adapter les traitements et de vérifier que objectivement il y a une rémission, parce qu'on sait que les symptômes ne suffisent pas, parce que vous avez au moins la moitié des patients atteints de maladie de Crohn qui sont en rémission clinique, mais qui ont quand même une activité de la maladie si vous allez lui faire une endoscopie. Donc, c'est ce que nous dit le consensus ECHO aussi, le consensus européen. Et il faut bien informer les malades et dire que même s'il y a un désir de grossesse à court terme, qu'il faut au contraire, il faut favoriser l'observance et bien dire aux parents, aux futurs parents, que l'enjeu est le contrôle de l'activité de la maladie et qu'il faut poursuivre les traitements puisque les risques des complications des traitements pour la grossesse ou pour l'enfant à naître est très faible ou inexistant, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, globalement, un traitement qu'on utilise beaucoup, le 5-ASA dans la rectocolite hémorragique chez les adultes, on ne l'utilise plus normalement au vu des recommandations actuelles dans la maladie de Crohn, mais on peut utiliser le 5-ASA dans la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique au cours de la grossesse. On essaye de ne pas dépasser une certaine dose, et dans les recommandations, c'est la dose de 2 grammes par jour, et on nous demande de ne pas dépasser cette dose au vu d'un cas clinique dans la littérature, d'une néphropathie chez un enfant qui est né, d'une maman qui était traitée par 5-ASA. Donc, ce qui se passe en réalité, et c'est l'avis de beaucoup d'experts chez les adultes, qu'on peut pousser un petit peu les doses de 5-ASA quand c'est nécessaire, probablement jusqu'à 3 grammes associés à des topiques pour éviter des fois l'introduction de corticoïdes ou d'anti-TNF pendant la grossesse. Les thiopurines et l'imurel, l'aziatioprine qu'on utilise beaucoup, globalement, il y a beaucoup de données dans la littérature et il n'y a aucun risque obstétrical. C'est ce que nous disent les recommandations. Il faut poursuivre les thiopurines pendant la grossesse. Pendant longtemps, on a pensé qu'il fallait aussi suspendre les thiopurines pendant l'allaitement ou en tout cas prendre les comprimés d'aziatioprine longtemps avant une tétée. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de problème particulier, il n'y a pas de contre-indication à l'allaitement sous thiopurine et il n'y a pas d'heure particulière de prise de thiopurine chez les femmes allaitantes. Alors, quid des anti-TNF? Et c'est probablement la partie la plus intéressante. On sait qu'il faut traiter les malades pour qu'ils aient une rémission pendant la grossesse. Aujourd'hui, un des principaux traitements que l'on a, c'est les anti-TNF. Et on sait que les anti-TNF, ils vont passer la barrière placentaire à la fin du premier trimestre. Et il y a des études qui ont montré, et elles vont toutes dans le même sens, c'est que quand on va le prélever du sang de l'enfant qui est né, finalement, le taux d'infliximabémie ou d'adalimabémie, en tout cas le taux d'anti-TNF dans le sang de l'enfant est bien plus important que celui de la maman. Et que le taux de l'anti-TNF, on va pouvoir le détecter encore de nombreux mois après l'accouchement. Donc ça, c'est un constat, mais finalement, est-ce que ça a un réel impact? Et finalement, on a accumulé beaucoup de données puisque maintenant, on utilise les anti-TNF depuis plus de 20 ans. Le premier point, c'est qu'avec un niveau de preuve quand même aujourd'hui assez élevé, les anti-TNF ne sont pas associés en eux-mêmes à la prématurité, au retard de croissance intra-utérin ou à d'éventuelles malformations. L'autre hypothèse aurait été que les anti-TNF augmente le risque infectieux chez les enfants dont les mamans ont été traitées pendant la grossesse par ces molécules. Et maintenant, il y a différentes cohortes avec des délais de suivi après l'accouchement qui sont assez importants et qui vont dans le même sens. Et que ça soit après exposition aux thiopurines pendant la grossesse ou exposition aux anti-TNF dans la grossesse, il n'y a pas de surrisque de complications infectieuses chez les enfants. Et il y a une très belle étude qui vient d'être publiée dans Gastroentérologie par l'équipe de San Francisco qui sont les leaders dans ce domaine, des mamans traitées par thiopurine ou par anti-TNF ou par la combinaison de thiopurine et d'anti-TNF qui montre qu'il
il n'y a pas de complications infectieuses. Et aussi sur un délai de près de 5 ans après la naissance, pas de complications néoplasiques chez les enfants et pas de complications sur le développement staturopondéral ou neurologique des enfants. Donc vraiment des données aujourd'hui qui sont rassurantes. Aussi pour la vaccination et l'efficacité des enfants, et des études ont été effectuées sur différents vaccins, et notamment sur des vaccins inertes, où le taux de séroconversion des enfants qui étaient vaccinés n'était pas différent que des enfants qui n'étaient pas exposés aux biothérapies pendant la grossesse. Et finalement, la limitation que l'on a, c'est avec les vaccins vivants. Mais aujourd'hui, le ROR, vous connaissez ça mieux que moi, finalement, et on vaccine avec le ROR à 1 an. Et le vaccin vivant qui pose question aujourd'hui, c'est pour la vaccination contre le BCG. Et la vaccination avec un vaccin vivant pose problème avec des case reports qui ont été publiés de BCJ disséminés et un cas mortel décrit dans la littérature d'un jeune enfant qui avait été exposé aux anti-TNF pendant la grossesse avec sa mère qui avait une maladie de Crohn. Et finalement, aujourd'hui, on a des recommandations qui nous disent qu'il faut éviter les vaccins vivants. Et je crois que ça pose vraiment problème pour le BCG essentiellement, dans les 6 mois de vie des enfants et dans certaines recommandations jusqu'à 12 mois de vie. Alors, ce qu'on peut faire dans cette situation, et s'il y a besoin pour une raison ou une autre de faire un vaccin vivant la première année de vie chez des enfants exposés aux anti-TNF pendant la grossesse, c'est ce qu'on fait dans notre centre main dans la main avec l'équipe du professeur Djedi, c'est que l'enfant va en pédiatrie pour faire une prise de sang et on fait un dosage de l'infliximab-émi ou de l'adalimumab-émi chez l'enfant et si les taux sont indétectables, on valide la vaccination avec le vaccin vivant. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en pratique? Et c'est ce que nous disent les recommandations. De plus en plus, et dans l'essentiel des grossesses, finalement, on poursuit les anti-TNF pendant toute la grossesse et on arrête à la fin du 2e trimestre uniquement chez des femmes qui ont des MICI peu sévères et très bien contrôlés et de façon prolongée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé et le discours commence à passer chez les gastro-entérologues. Alors, on utilise des nouvelles biothérapies aujourd'hui, notamment on utilise beaucoup l'ustekinumab, qui est un anti-IL-12, IL-23, ou le vedolizumab, qui est une anti-intégrine alpha-4, bêta-7. On a encore aujourd'hui assez peu de données dans la littérature sur le risque de complications pour l'enfant lors d'une exposition à ces traitements. Comme les anti-TNF, il n'y a pas de passage transplacentaire au 1er trimestre, mais toutes les données que l'on a dans la littérature, même s'ils sont limitées, sont vraiment rassurantes. Et aujourd'hui, on ne recommande pas de poursuivre ces traitements pendant la grossesse, mais par exemple, les Américains, eux, à l'inverse, malgré le peu de données dans la littérature, recommandent de poursuivre ces traitements pendant la grossesse en disant que le risque d'avoir une poussée pendant la grossesse, l'impact pour l'enfant est bien plus important que le risque de complications directes liées au traitement. Donc finalement, et c'est ma conclusion, c'est les médicaments que nous, gastro-entérologues, on peut utiliser pendant la grossesse et l'allaitement pour maintenir la rémission pendant la grossesse et limiter les complications qui sont liées à l'activité de la maladie. Et globalement, c'est le 5-ASA à des doses inférieures ou égales à 2 grammes. Les corticoïdes, l'éthiopurine, le méthotrexate, bien entendu, est contre-indiqué et ça ne change pas. Les anti-TNF, et pour l'instant, c'est difficile de donner des recommandations pour le vedolizumab et l'ustekinumab. Et depuis 1 an maintenant, on utilise le tofacitinib, qui est un inhibiteur de JAK kinase. Et aujourd'hui, il n'est pas recommandé de faire de grossesse sous tofacitinib et une contraception est indispensable chez ces malades. Et je vous remercie pour votre attention et on sera heureux de répondre à vos questions avec Arthur. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. On va passer à quelques questions. N'hésitez pas à les poser sur le fil de questions. On en a une première du docteur Villot. La fertilité des femmes avec MICI est-elle diminuée ? Oui, il y a plusieurs facteurs qui peuvent diminuer la fertilité. Et le premier facteur qui diminue la fertilité chez les patientes qui ont une MICI, c'est l'infertilité volontaire. La peur, justement, la méconnaissance du lien entre la MICI et
et la grossesse font que les patientes, ne s'autorisent pas une grossesse. Ça, c'est un impact majeur. Après, il peut y avoir un impact direct de la Mickey sur la fertilité et notamment le lien entre l'inflammation tubaire, enfin l'inflammation intestinale et l'altération des trompes. Les trompes sont très fragiles et une petite inflammation locale par une appendicite chez une patiente qui n'a pas de Mickey peut altérer la trompe droite ou toute inflammation particulière, et les patientes qui ont une Mickey vont avoir ce risque au niveau des trompes d'altération de la motilité tubaire et effectivement un trouble de la fertilité. Donc c'est quand on a une maladie active qu'on a vraiment une altération de la fertilité, mais quand on a une maladie inactive, finalement, dans la littérature, on a la même fertilité que la population générale, sauf si on se restreint de façon volontaire, ce qu'on voit aussi dans la littérature. Une autre question, donc j'ai compris que l'ustekinumab et le vedolizumab étaient poursuivis aux États-Unis et du coup en France vous l'arrêtez, ou même si les recommandations vont dans le sens de... On fait du cas par cas. Je crois qu'aujourd'hui les recommandations, et si on doit donner un discours, c'est plutôt de l'arrêter, avec souvent une dernière injection au premier trimestre. Mais aujourd'hui, souvent, quand on est sous ustekinumab, on est déjà en échec de l'anti-TNF et tout dépend l'histoire de la maladie, la sévérité, le contrôle de la maladie et la durée de rémission. Et c'est en fonction de tous ces éléments qu'on va prendre la décision de poursuivre ou non. Mais quelqu'un qui a une maladie très sévère, qui est corticorésistante par exemple, on ne va pas pouvoir utiliser cette solution pendant la grossesse, et on a réussi à contrôler la maladie sous ustekinumab, on va avoir une discussion avec le malade et ça nous arrive de le poursuivre si on pense que la balance bénéfice-risque est positive. Mais globalement, si recommandation il y a aujourd'hui, c'est de tenter d'arrêter cette molécule. Merci. Et concernant l'allaitement après, vous avez des données sur l'allaitement et ces molécules? Oui, les données là, notamment des données très très récentes là, qui viennent juste d'être publiées. Mais que ce soit sous vedolizumab ou ustekinumab, donc c'est excréter un petit peu ces molécules dans le lait, mais après chez les enfants, on retrouve des quantités soit indétectables ou soit extrêmement faibles. Donc aujourd'hui en France, les recommandations, c'est toujours d'éviter, mais je crois que c'est quelque chose qui est possible au vu de ces dernières données récentes. Merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc on va pouvoir clôturer cette session.